terminé de se connecter, d'arriver, Tiffaine, je vous propose de faire la petite introduction. Comme ça, Oui, ça laisse le temps à tout le monde d'arriver et après, vous pouvez enchaîner. Donc, allez. je vous remercie tous et toutes de nous rejoindre pour ce webinaire ce matin. Webinaire organisé par la Cité de la RSE et de l'Impact. Ce webinaire fait l'objet en fait d'une programmation que l'on a sur notre blog qui est notre média RSE. Je vous mettrai le lien dans le chat d'ici quelques minutes pour que vous puissiez vous y rendre. Ce blog regorge d'informations sur les divers sujets de la RSE. Il y a des articles, des émissions, des podcasts, des webinaires comme celui d'aujourd'hui qui sera donc enregistré puis rediffusé d'ici une dizaine de jours si tout va bien. Oikos, le groupe Oikos, Oikos Impact et la Cité de la RSE, c'est en fait un programme d'accompagnement des entreprises vers la performance durable et la performance globale. Pour ce faire, on s'appuie sur un certain nombre d'outils, un outil de gestion de projet pour les entreprises, de diagnostic, d'évaluation, de mise en relation avec des experts comme Tiffaine, par exemple, aujourd'hui. C'est ce qui nous amène à vous présenter nos intervenants à l'occasion, par exemple, d'interviews qui sont elles aussi disponibles sur le blog. Le sujet d'aujourd'hui, devenir un ambassadeur, une ambassadrice du zéro déchet pour le grand public. C'est Tiffaine qui va se faire un plaisir de nous en parler, Tiffaine de l'agence Reducto. Le webinaire va durer 45 minutes, 1 heure, environ 30 à 40 minutes de présentation. Ensuite, le question-réponse. N'hésitez pas à poser vos questions. D'ores et déjà, pendant la présentation, vous avez le chat qui est à disposition. Je me ferai le plaisir de relayer vos demandes à Tiffaine. La présentation, le PowerPoint vous seront envoyés, donc ce qui vous permet voilà, de prendre plus le temps de l'échange, c'est l'objet plutôt que de tout écrire. Et donc, à la fin du webinaire, j'enverrai vos coordonnées à Tiffaine qui pourra éventuellement vous transmettre ses contacts. Vous les avez aussi sur le PowerPoint qui vous permettront peut-être, au-delà du webinaire, de continuer le temps d'échange. Tiffaine, je vous laisse vous présenter et lancer ce webinaire. Merci. Déjà, merci donc, de m'avoir permis de faire ce webinaire donc avec vous. Donc, effectivement, j'ai monté la société Reducto, donc c'était en mai 2019, puisque j'ai été la fondatrice de Zero Waste Toulouse. Sans doute certains connaissent cette association donc, qui promeut le mode de vie zéro déchet, qui a une antenne nationale qui est Zero Waste France. Donc, la création de Zero Waste Toulouse, elle s'est faite en 2016 et c'est en fait à la suite d'un constat et d'un manque par rapport aux entreprises que j'ai décidé de me lancer par rapport à ça et donc d'aider les entreprises à la transition écologique et particulièrement sur la question des déchets puisque c'est un petit peu ma spécialité. Je fais aussi tout ce qui est normes ISO 14001, donc management environnemental. Et donc aujourd'hui, on va voir ensemble donc comment devenir un ambassadeur ou une ambassadrice du zéro déchet donc pour le grand public, qui donc, va se baser sur l'expérience associative que j'ai eue pendant 3 ans. Et voilà, parce que bien souvent, finalement, quand on se lance, on a du mal à convaincre autour de soi. Et puis, voilà, quand on a un désir de créer un blog ou ce genre de choses, il y a des arguments face auxquels on a un petit peu de mal à répondre. Donc, c'est de là qu'est née cette idée de faire ce webinaire. Donc, vous pouvez me contacter ensuite. Donc, vous avez mon adresse mail et tous mes contacts en bas à droite. Pour les questions, j'ai prévu donc un temps à la fin. Après, si jamais vous avez une question spontanée, vous pouvez la poser, ça ne me pose pas de problème. Mais bon, après, c'est vrai que c'est mieux de condenser toutes les questions sur la fin. Comme ça, au moins, on a cet espace-là pour échanger et c'est plutôt sympa. Je précise simplement que c'est la première fois que je fais un webinaire sur Zoom. Donc, j'ai plutôt l'habitude de faire ça en présentiel. Du coup, c'est un petit peu étrange pour moi, mais voilà, j'espère que vous apprécierez tant le visuel que le contenu. Alors, dans un premier temps, donc, on va voir un petit peu l'histoire du zéro déchet.
Donc, moi, je suis venue au zéro déchet en 2014 à la suite d'un voyage à l'étranger, puisque j'ai été dans un des endroits les plus reculés du monde, qui est la forêt amazonienne. J'ai passé une semaine et pendant une semaine, j'ai trouvé plein de déchets plastiques alors qu'on était à des kilomètres et des kilomètres de toute civilisation. Et c'est ce qui m'a profondément choquée. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et en 2014, le zéro déchet, on n'en parlait quasiment pas. Et la seule personne qui parlait de ça, et en tout cas qui a écrit un bouquin dessus, c'était Bea Johnson. Donc aujourd'hui, elle est un petit peu controversée, je le sais, mais à l'époque, il y avait qu'elle. Et en fait, c'est après être tombée sur ce bouquin et avoir vu le reportage de Marc Esposito, super trash, que j'ai décidé de me lancer là-dedans. Donc vraiment en me disant, il faut que je réduise les déchets. Bea Johnson, le gros avantage, c'est que en fait, à l'époque, il n'existait pas tout ce qu'il existe aujourd'hui. Donc, les shampoings solides, les pailles en inox, ce genre de choses, tout ce qu'on voit aujourd'hui par rapport au zéro déchet, qui est très bien. En soi, il y a des produits qui se sont développés, et tant mieux, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Et c'était quand même très complexe d'arriver à ce que ce soit simple. Mais pour autant, il y avait quand même pas mal de choses. Et le principe de base, c'était vraiment faire avec ce qu'on a. Et rien que ça permet de voir un petit peu, avec tous les objets qu'on possède, qu'est-ce qu'on peut constamment réutiliser. Et c'est là que intervient le processus de se désencombrer de choses qui sont jetables ou qu'on ne peut pas réutiliser ou qu'on ne peut pas réparer. Et dans ce livre Zero Waste Home, donc en français c'est Zéro déchet, 100 astuces pour alléger sa vie, il y a ce principe des 5 R, donc on entend beaucoup parler. Donc les 5 R, ils sont hiérarchisés parce que en fait c'est par étapes. Et vous allez donc avoir refuser, réduire, réutiliser et après recycler, composter. Donc recycler, déjà on voit qu'il est tout à la fin. Refuser, donc c'est déjà refuser tous les déchets que vous pouvez avoir. Donc ça, bon, pour ceux qui sont initiés au zéro déchet, je pense que vous le savez, ça va être les stop pubs, ça va être éviter les échantillons quand on vous donne des échantillons, ce genre de choses, réutiliser un sac, voilà. Ça, c'est des choses qu'on connaît. Par contre, ce qu'on connaît moins et ce qu'on entend souvent, et il y a beaucoup d'amalgame là-dessus, c'est par rapport au recyclage, où en fait, on va avoir cette espèce de publicité pour le recyclage, comme quoi recycler, c'est donner une seconde vie aux objets. Et quelque part, ben, c'est vraiment voilà, faire de l'écologie. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'histoire de la consigne, puisqu'on a beaucoup entendu parler, ça j'en parlais un petit peu plus à la fin, de la consigne pour recyclage. Et en fait, la consigne telle qu'on la connaît, vous avez la consigne pour réemploi et la consigne pour recyclage. La consigne du verre, ça existait bien avant. Donc, c'était jusqu'en 1970, on a utilisé en fait la consigne du verre, puisque les industriels estimaient que c'était réutilisable à l'infini, donc il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Et en fait, c'est avec l'avènement du recyclage du plastique, puisque 1950, il y a l'avènement du plastique. Après, il va y avoir le recyclage. Et en fait, ce qu'on sait très très peu, c'est que c'est le recyclage du plastique qui nous a fait sortir de la consigne pour verre. En fait, en 1990, on a fait qu'utiliser du plastique et on a totalement rendu obsolète la consigne du verre. Et là, le gros débat qu'il y a, c'est que le gouvernement parle, et ça j'en parlerai un petit peu plus en détail après, le gouvernement parle de la consigne, mais en fait c'est de la consigne pour recyclage. Donc en gros, c'est prendre une bouteille en plastique et la recycler. Et de l'autre côté, vous avez la consigne pour réemploi, et là c'est la consigne du verre, donc avec la consigne qu'on connaît, que nos grands-parents connaissaient.
Donc forcément, vous doutez bien qu'il y en a un qui consomme beaucoup plus d'énergie que l'autre. Donc, bon, on reviendra sur ces questions après. Et ce qui s'est passé par rapport à tout ça, c'est que sont venues les associations environnementales, et notamment le CNID, donc, qui aujourd'hui est connu donc, sous le nom de Zero Waste France, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le Zero Waste France, en fait, a 20 ans, mais avant ça s'appelait le CNID, et donc c'est une association qui promeut le mode de vie zéro déchet, et qui aujourd'hui a contribué très largement à cette espèce de mouvement national par rapport au zéro déchet, à la réduction des déchets, et qui contribue très fortement à faire changer les lois. Et ça, c'est pareil, on va le voir dans une deuxième partie. Donc, comme on est là pour convaincre, on va d'abord voir donc les freins et les leviers. Souvent, alors généralement sur cette partie, quand je suis en présentiel, je vous demande voilà, quels sont les freins, quels sont les leviers selon vous. Puis bon, là, voilà, le format fait que c'est un peu compliqué de le faire, mais globalement, souvent les choses qui reviennent quand vous essayez de convaincre quelqu'un par rapport au zéro déchet, ce qui va revenir, c'est 3 choses: l'argent, le temps et le fait que c'est tout simplement impossible. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup entendu quand je me suis lancée là-dedans, notamment par rapport à mes proches. On m'a dit non, mais de toute façon, ça coûte trop cher, ça prend trop de temps, et de toute façon, c'est pas possible. Et ça, c'est des choses qui vont revenir constamment chaque fois que vous voudrez convaincre quelqu'un, que si vous faites voilà, que vous soyez en stand ou quoi que ce soit, c'est des arguments qui vont être constamment opposés à vous. Alors, le mieux, c'est de pas, de toute façon, rentrer dans ce truc de dire mais non, mais non, mais non. Parce qu'il y a aussi une part de vrai, mais ça dépend de la façon dont on voit les choses. C'est-à-dire que quand on vous dit le zéro déchet, alors j'ai mis le zéro déchet fait pour les bobos aisés parce que récemment, j'ai vu un post Instagram qui moi, m'a profondément choquée. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est une Instagrammeuse donc, qui promeut l'environnement et notamment le zéro déchet, mais qui récemment a fait un post où elle dit que le mouvement zéro déchet, c'est un mouvement qui est classiste, euh, qui est raciste en plus de ça, parce que, soi-disant, ce n'est représenté que par des personnes, entre guillemets, riches et blanches. Pourquoi ça m'a choquée Parce que, en fait, le principe même du zéro déchet, c'est de faire avec ce qu'on a. Et je vois très mal quand on fait avec ce qu'on a, comment on peut dépenser énormément d'argent. Et c'est oublier que le zéro déchet, c'est pas s'acheter du shampoing solide à 12 euros, c'est avoir une vue d'ensemble sur notre consommation. Et c'est ça que vient faire le zéro déchet. Et c'est avec cet argument, en fait, qu'on peut entamer la conversation et essayer voilà, de faire un petit peu, d'ouvrir le prisme finalement de la personne qui est en face de vous et qui vous oppose cet argument. Parce que il faut voir l'ensemble. Comme on l'a vu tout à l'heure avec les 5 R, vous avez refusé, réduire, réutiliser, recycler, composter. OK. Donc, ça veut dire que déjà, il y a toute une étape. Refuser, ça ne vous coûte rien, puisque vous n'êtes pas dans la dépense, vous n'êtes pas dans la recherche d'acheter quelque chose qui va vous permettre de faire du zéro déchet. Non, simplement, vous refusez que le déchet entre chez vous. Et quand vous commencez par là, ça ne vous coûte rien, tout le monde peut le faire, et c'est déjà beaucoup. Quand vous avez des tonnes de pubs dans votre boîte aux lettres, vous mettez un stop pub, ça ne vous coûte rien. Vous n'êtes pas obligé d'aller en chercher un en mairie ou machin. Vous faites juste un petit papier et c'est tout. Et aujourd'hui, c'est dans la loi, ils n'ont pas le droit, si vous avez un stop pub, de mettre la pub dans votre boîte aux lettres. Et s'ils le font, vous pouvez appeler directement le service pour dire voilà, c'est pas normal, j'ai un stop pub, ça doit pas se faire. Donc déjà, toute une première étape où ça ne vous coûte rien. Donc ensuite, vous avez donc réduire. Réduire pourquoi? Parce que comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on se rend compte quand on rentre dans cette démarche qu'il y a énormément de choses qu'on a qui, en fait, ont plusieurs usages. Il y a plusieurs utilisations à un objet, bien souvent. Et ça va vous amener
à éviter d'avoir des choses qui vont vous faire des déchets. Je vous donne un exemple, une machine à café. Une machine à café, vous l'utilisez tous les jours. Tous les jours, vous allez vous faire votre café le matin. Eh bien, tous les jours, vous allez faire un déchet. Parce que tous les jours, vous allez utiliser votre Senseo, votre capsule, tout ça. Alors qu'il y a une chose très simple à faire. Alors, si vous avez une machine à café old school, vous mettez un filtre réutilisable, voilà, tout simplement. Et après, sinon, aujourd'hui, il existe des capsules que vous pouvez re-remplir. Moi, c'est ce que j'ai chez moi. J'ai tout simplement une capsule Senseo que je recharge à chaque fois. Et ça ne me prend pas plus de temps. Ça ne me fait pas faire. Alors, il y a aussi le truc de la cafetière à piston. C'est très bien aussi parce qu'en plus de ça, là, vous n'utilisez pas d'électricité pour votre machine à café, sauf pour faire chauffer l'eau. Mais bon, à titre tout à fait personnel, j'ai beaucoup de mal à faire du bon café avec une cafetière à piston. J'ai jamais réussi. Donc, vous avez tout simplement cette possibilité. Donc, vous avez quelque chose de réutilisable et donc vous ne faites pas de déchets. Avoir une vue d'ensemble, ça veut aussi dire que, certes, il y a des choses que vous allez acheter plus cher. C'est vrai que le shampoing solide, ça coûte plus cher. C'est vrai qu'il y a certains savons qui coûtent plus cher. Après, vous n'êtes pas obligé de dépenser 12 euros. Hein. Là, j'ai été force des choses. J'ai fait les cadeaux de Noël avec ma famille et j'ai été traînée dans un centre commercial. Et j'ai eu la grande surprise de trouver dans le Leclerc un shampoing solide Corinne de Farm. Donc, il est biodégradable, fait en France. C'est un emballage en carton, il y a 0 plastique dans l'emballage. C'est un savon sans savon, vegan. Et il est à, je crois, 4,50 € ou 5 euros, quelque chose comme ça. Donc, pas besoin de dépenser des milliers des cents pour ça non plus. Et après, vous avez tout ce que vous n'allez plus acheter, puisqu'on a dit, il y a réduire encore une fois, tout ce que vous n'allez plus acheter. Et quand vous allez acheter, ce que le zéro déchet, c'est aussi acheter d'occasion. C'est un des grands principes du zéro déchet. Et quand vous achetez d'occasion, vous dépensez forcément moins d'argent. Donc, je veux dire, l'économie, elle est réelle. Moi, je vous donne un exemple par rapport à mon appartement. J'ai meublé tout mon appartement. Je crois que la seule chose que j'ai dû acheter neuve, c'est mes tringles à rideaux. Tout le reste a été acheté d'occasion. Et j'ai fait le comparatif de ce que j'aurais dépensé si j'avais tout acheté neuf dans une grande enseigne suédoise qu'on ne citera pas. Et ce que j'ai dépensé réellement donc, en achetant tout d'occasion, tout sur le Bon Coin ou sur Vinted. Après, Vinted, j'utilise vraiment quand je ne trouve pas sur le Bon Coin. J'ai fait le calcul, je l'ai sur mon téléphone, j'ai fait 1895 € d'économie entre ces deux choses, enfin entre ces deux modes d'achat. Donc, le zéro déchet qui est fait pour les bobos qui ont de l'argent, non. C'est uniquement si on ne voit pas tout ce qu'on évite et tout ce qu'on peut acheter d'occasion, tout ce qu'on peut réutiliser. En fait, il faut vraiment avoir une vue d'ensemble. Ensuite, il y a l'argument, c'est un mode de vie qui prend trop de temps. Oui, on doit faire sa lessive, on doit faire ci, on doit tout faire soi-même, tout ça. Alors, non, déjà, vous n'êtes pas obligé de tout faire vous-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que chacun a son propre rythme et qu'il ne faut surtout pas penser que de se lancer dans le zéro déchet, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire en 8 mois. Et ça, quand vous allez devoir convaincre quelqu'un, il faut le répéter, que c'est une démarche, le zéro déchet. C'est une démarche et c'est progressif. Parce que si les personnes basculent j'ai un mode de vie, on va dire, classique et je veux passer au zéro déchet, je veux tout faire d'un coup, déjà, ça va être compliqué parce qu'il y a quand même des étapes à franchir. Moi, par exemple, la grosse étape qui a été difficile, ça a été à l'époque, j'étais, j'avais une salle de bain classique, de filles classiques. Donc, du coup, j'avais plein de produits de beauté, j'avais plein de maquillage. Et j'ai voulu tout faire d'un coup et j'ai tout enlevé d'un coup. Et pendant 1 an, j'avais énormément de mal
avec ça parce que ben, ça me manquait. Et je ne l'avais pas fait suffisamment progressivement. Donc, du coup, ben, j'ai fini par peut-être pas tout racheter, mais quasiment quoi, 50% de ce que j'avais. Donc, en fait, mes efforts, ils étaient, ben, tout s'est annulé. Quoi. Donc, vraiment, la technique du pas à pas, c'est-à-dire, il faut déjà voir le temps dont on dispose. Qu'est-ce qu'on veut faire? Par quoi on veut commencer? Et commencer par ce qui ne nous oblige pas à faire quelque chose de chronophage tout de suite. Par exemple, moi, je dis souvent aux gens que je rencontre, commencez par les produits ménagers. Les produits ménagers, vous allez faire des économies parce qu'au lieu d'acheter un produit pour les toilettes, un produit pour la salle de bain, un produit pour le sol, et ainsi de suite, vous achetez du vinaigre blanc, du bicarbonate, du savon noir. Vous avez 3 produits, vous faites toute votre maison avec, ça vous coûte moins cher et ça n'a pas d'impact psychologique ou en tout cas, ça n'a pas d'impact sur votre vie de tous les jours et ça vous prend pas plus de temps. Donc, commencer par là, ça peut être bien, voilà, remplacer, enfin, enlever le sopalin, tout ça, voilà. Donc, commencer par quelque chose qui prend pas de temps et qui n'a pas d'impact sur la vie quotidienne. Et ensuite, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, de toute façon, ça suit. Donc, ça, c'est pour l'argument, ça prend trop de temps. Ben, vous dites, de toute façon, c'est pas à pas, commencer par quelque chose qui vous prend pas de temps. Et après, de toute façon, vous avez ben, la lessive, tout ça. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont adorer, qui vont se découvrir une passion pour faire la lessive et d'autres qui vont détester faire ça. Et aujourd'hui, des solutions, il y en a plein pour éviter de perdre, enfin, de passer du temps à faire ça. Il y a de la lessive en vrac, enfin voilà, il y a plein de choses. Et ensuite, il y a la volonté. Sachez une chose, c'est que vous ne pourrez pas convaincre quelqu'un qui n'a pas de volonté à faire les choses. Ça ne sert à rien. Quelqu'un qui va, au bout de 3 objections, alors que vous avez des arguments, tout ça, si la personne, elle continue de vous dire oui, mais, et qu'elle commence à répéter ses arguments, c'est qu'en fait, il n'y a pas de volonté réelle de changer. Donc, en fait, vous perdez votre temps, pour le coup. Donc, c'est ça. Il y a des gens qu'on n'arrive pas à convaincre. Ça, c'est une part qui est difficile à accepter au début. Mais il y a une part de personnes qu'on n'arrive pas à convaincre et qu'on n'arrivera pas à convaincre. En tout cas, pas avec l'argument environnemental. Alors, moi, je vous donne l'exemple. Voilà, je fais avec mes proches parce que ben, c'est comme ça que tout a commencé. J'ai ben, ma belle-sœur qui, elle ne comprend pas du tout mon mode de vie. Tous les Noëls, elle m'achète un truc de chez Primark, alors que j'y suis jamais rentrée, qu'à chaque fois, je lui dis s'il te plaît. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, il y a un seul truc que j'ai réussi à lui faire adopter depuis toutes ces années, c'est la paille en inox. Alors, pourquoi la paille en inox? Parce qu'en fait, j'ai compris que elle, l'argument qui allait la faire basculer, c'était pas l'environnement, parce que clairement, elle s'en fiche, ça lui passe au-dessus de la tête. Par contre, c'est l'hygiène. Et le fait de lui dire, mais tu sais, à chaque fois, tu utilises une paille que tu prends dans un restaurant, tu sais pas qui c'est qui a touché le papier, tout ça, alors que si tu as ta paille à toi et que tu laves à la maison, tout ça, tu sais que tu vas pouvoir l'utiliser un peu partout et tu es tranquille. Donc, comme quoi, parfois, il faut changer son angle d'attaque pour arriver à convaincre quelqu'un. Mais n'oubliez pas voilà, qu'il y a des gens que vous n'arriverez pas à convaincre et ce n'est pas grave parce que ça veut simplement dire qu'ils ne sont pas prêts à passer le cap, en fait. Ils ne sont pas prêts, c'est tout. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une démarche progressive. Quelqu'un comme Bea Johnson qui a écrit un livre sur le zéro déchet au tout début, elle a mis 8 ans avant d'arriver à ce résultat. 8 ans, c'est très très long. Et il faut vraiment prendre conscience que c'est chacun, comme je disais tout à l'heure, c'est chacun son rythme, mais c'est surtout, il faut faire des tests parce qu'il y a des choses qui n'iront pas. Et il y a des choses qui sont difficiles. Enfin, moi, je sais que, par exemple, à l'époque, je fumais. J'ai arrêté il y a moins d'1 an, alors que ça fait longtemps que j'essaye d'arrêter de fumer. Mais il y a des choses qui sont difficiles et c'est pas pour tout le monde pareil. La difficulté, elle n'est pas placée au même endroit pour tout le monde. Donc, il faut aussi accepter ça, accepter soi
accepter ça par rapport à soi et accepter ça par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans cette espèce de jugement de dire oui, mais tu dis que tu fais du zéro déchet alors qu'à côté tu fais ça. Non, le zéro déchet, c'est une démarche. Et ça a été défini par la directrice de Zero Waste France qui dit le zéro déchet, c'est une démarche qui vise à éviter le déchet, pas à le gérer. Mais c'est une démarche progressive. Et une démarche, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous avancez petit à petit. Donc, ne pas se juger soi et ne pas juger l'autre surtout. Et bien préciser quand, quand on vous oppose cet argument de toute façon, c'est pas possible, dire si c'est possible, mais il faut prendre en compte que ça prend du temps et qu'il faut y aller progressivement. Ce qui m'amène, parce que tout argument doit être illustré par un exemple, donc ce qui m'amène donc à l'étude de cas et aux réglementations. Je surveille l'heure un petit peu, il est 30. Alors, pour l'étude de cas, donc on va avoir les 3 cas, donc 3 villes différentes. Vous allez avoir Roubaix, donc, qui est une ville française, San Francisco et Capanori. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous, sans doute, qui doivent savoir un petit peu de quoi on parle par rapport surtout à San Francisco, parce qu'on en a beaucoup entendu parler. Donc ça, ce sont des exemples à l'argument quand on vous dit « oui, mais de toute façon, ce n'est pas possible à grande échelle ». Voilà, celui-là aussi, vous allez l'entendre. Alors, faux, parce que du coup, c'est tout à fait possible à grande échelle. Donc, on a la mégalopole San Francisco qui, eux, c'est depuis 2002 qui se consacrent au zéro déchet. Alors, eux, ce qu'ils entendent par zéro déchet, c'est effectivement de rendre 80% des déchets que consomment des déchets que font les habitants de San Francisco, recyclables. Mais recyclables ou compostables. Et quand on dit recyclable, ce n'est pas plastique recyclable, c'est souvent carton, tout ça. Et ils ont réussi. Aujourd'hui, c'est l'une des premières villes du monde ils ont atteint 80% de taux 85% de taux de recyclage. Ils ont les taxes de déchets les plus élevées des États-Unis et ils ont un système hyper développé par rapport à ça. Et donc, c'est un exemple, et notamment la blogueuse que peut-être certains connaissent qui s'appelle Aline Gubry, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'alimentation durable, et là, qui vient de sortir un livre, Le zéro déchet quand on est fauché, ou quelque chose comme ça. Qui a travaillé à San Francisco et qui aujourd'hui aide les entreprises françaises aussi pour faire leur transition écologique. Après, vous avez Capanori. Donc, Capanori, en fait, ce qui s'est passé, donc c'est une ville italienne qui a réussi à réduire de plus de 50% les déchets. Et c'est parti. Alors, comme quoi, ça peut partir de rien et ça peut prendre de l'ampleur. Et c'est aussi pour ça que ce bouquin est très bien, parce que ça montre que les municipalités ont un grand rôle à jouer dans la réduction des déchets de la population. En fait, c'est parti d'un professeur des écoles qui s'est scandalisé de savoir qu'à côté de son école, il allait y avoir un incinérateur, un énième incinérateur. Et là, en fait, il a fait une pétition pour pas que ça se fasse. Et le maire a dit « Ok, mais il faut trouver une solution ». Donc, ils se sont tous assis autour de la table et ils se sont dit la meilleure option, c'est d'éviter de faire des déchets. Et donc, c'est comme ça qu'au bout de 6 ans, ils ont réussi à faire tomber leur taux de déchets de plus de 50%. Et ensuite, vous avez Roubaix. Donc, Roubaix, petite ville française, qui est donc la première ville zéro déchet de France et qui a une mairie vraiment exemplaire là-dessus et qui a été la première ville à mettre en place la tarification incitative. Alors ça, chacun a son avis là-dessus. Mais donc, la tarification incitative, c'est le fait de payer sa taxe d'ordure ménagère au poids. Donc, plus vous faites de déchets, plus vous payez cher votre taxe d'ordure ménagère. Et ça fonctionne très bien. Moi, je sais que j'ai
pour les municipalités, la 2020 de Toulouse, j'ai eu l'adjointe au maire de Roubaix, à qui j'ai posé des questions justement par rapport à la tarification incitative, et qui a dit, dans les quartiers résidentiels, ça marche très très bien. Donc voilà, ça a permis de réduire très nettement les déchets. Ensuite, vous avez la loi anti-gaspillage, donc qui est sortie. Alors d'abord, vous avez la loi de transition pour la croissance verte. Donc là, c'était 17 août 2015, où grosse ambition pour le climat. Donc réduire l'émission de gaz à effet de serre de 40% avant 2030 et réduire la consommation énergétique de 20% avant 2030 aussi. Donc ça, c'est, bon, je vous en cite que deux, mais il y a un pavé comme ça. Vous pouvez le voir, je vous ai mis les sources à la fin. Et donc, par rapport à cette loi-là, il y en a plein d'autres qui sont sorties ensuite, et notamment celle de février 2020, donc qui est la loi anti-gaspillage, alors je vous le cite texto, c'est loi de lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire, à laquelle Zero Waste France a participé, et comme beaucoup d'autres associations. Et notamment, donc, dans cette loi, il y a l'interdiction les sacs plastiques sont interdits depuis 2017, sachez-le. Le gobelet en plastique, donc vendu vide, interdit. Les assiettes tout plastique ou cartonnées avec un film plastique interdites à partir de 2021. Et il y a aussi le désir de rendre obligatoire la vaisselle réutilisable pour les repas qui sont pris sur place. Donc, toutes les enseignes type McDo, tout ça, en fait, l'objectif, ce serait de les obliger à proposer de la vaisselle réutilisable plutôt que de mettre du carton et des déchets partout. Même si là, ils ont fait quelques efforts, ils ont enlevé les pailles, maintenant c'est des cartons, tout ça, enfin bon, bref. Et après, d'autres objectifs de la loi de lutte contre le gaspillage, c'est donc le réemploi des emballages, ou la réduction en tout cas, la fin du plastique à usage unique en 2040, 50% de bouteilles plastiques sur le marché en moins d'ici 2029 et 90% de taux de recyclage. Ça, c'est pour l'argument. Oui, mais de toute façon, si le gouvernement ne fait rien, il n'y a rien qui est possible. Bon, mais voilà, le gouvernement fait quelque chose. Après, est-ce que c'est suffisant ou non? Là, on l'a vu avec la Convention citoyenne. Voilà. C'est un peu compliqué, mais c'est là. Et c'est déjà une bonne nouvelle que ce soit pris en compte. Enfin, moi, je suis de celles qui voient le positif. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Il y a beaucoup trop de mauvaises nouvelles. Et après, donc, il y a la fameuse consigne pour réemploi et consigne pour recyclage que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc ça, c'est Brune Poirson, en fait, qui a lancé ce truc de la consigne pour recyclage. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, bon, consigne pour emploi, c'est quand même mieux. Et surtout qu'il y a de plus en plus de sociétés qui le font, des contenants consignés. Vous avez Jean Bouteille, vous avez Emboîte le Plat à Toulouse. Il y a le Drive tout nu qu'on cite plus. Ils sont connus partout maintenant. Donc voilà. Et après, pourquoi le zéro déchet comme moyen de lutte? Alors, il y a des gens qui vont vous dire, oui, non, mais ça ne sert à rien, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Alors oui, des combats, il y en a plein, et c'est difficile de choisir le sien, mais on ne peut pas être sur tous les fronts. Et le zéro déchet, ça permet quoi? Ça permet déjà de s'impliquer au quotidien et de sentir qu'on agit au quotidien. On repense sa consommation, donc quelque part, on se place dans cette espèce d'ouragan de la consommation et du déchet. On se dit, OK, moi, quelle place j'ai dans tout ça, dans tous les impacts que j'ai sur le climat? Ce sur quoi je peux agir quotidiennement, c'est les déchets que je produis, parce que je sais qu'il y a énormément de choses qui sont dues aux déchets. Les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux infrastructures qui sont là pour traiter les déchets, toute l'énergie que ça dépense, toute l'eau qu'il faut dépenser. Vous savez que le fait de recycler, le fait d'utiliser une consigne en verre, ça permettrait d'économiser 75% d'énergie par rapport au recyclage et 33% d'eau. Donc, il y a énormément de choses qui découlent en fait de ce mode de vie, qui sont positives pour le climat. Et
Et puis, il y a ce changement, on change le rapport à soi aussi. Parce que quand on questionne sa consommation, quand on questionne voilà, ben, ce qu'il y a autour de nous tous les jours, dans quoi on dépense notre argent, qui c'est qu'on favorise avec notre argent aussi, parce que le nerf de la guerre, ça reste ça, et bien on se questionne soi finalement. Moi, je sais que bon, je vous parlais de la cigarette tout à l'heure, ça a été très difficile, mais en fait, ben voilà, un mégot, ça pollue 500 litres d'eau. C'est bon, c'est au-delà du fait que ce soit mauvais pour la santé, mais il y a tout ce que ça engendre. Euh, il y a ben, tous les produits de beauté dont je vous pourrais parler tout à l'heure. Enfin, quand on voit la liste des ingrédients, voilà, on est content d'utiliser une huile végétale après. En fait, il y a ce caractère santé, évidemment, et puis ce caractère environnemental. Et donc, on se sent concerné. Et moi, je l'ai vu avec le temps. En 2014, personne ne parlait du zéro déchet. Ça n'existait pas dans l'espace médiatique. Et aujourd'hui, euh, on en parle énormément. Et il y a énormément de choses qui se font et qui sont positives et je l'espère qui ben, vont progresser avec le temps et vont prendre encore plus d'ampleur et vont déboucher sur des solutions sociales, gouvernementales, économiques, concrètes et voilà, et qu'on va y arriver. Alors je regarde un petit peu l'heure, il est 40. Donc voilà, là ce sont mes sources. Donc vous avez le site de la ville de Roubaix, vous avez donc les lois que vous pouvez donc trouver sur Légifrance dont je vous ai parlé, évidemment le site de Zero Waste France et celui de Zero Waste Toulouse, sur lequel vous pouvez trouver énormément d'informations. Ensuite, en termes de bibliographie, donc, je vous ai montré tout à l'heure donc Zero Waste, Territoire Zero Waste. Donc, c'est un bouquin qui a été édité par Flore Berlingen, Laura Châtel et Thibaut Turchet. Donc, c'est Zero Waste France, clairement, qui liste en fait toutes les possibilités pour une municipalité d'agir pour la réduction des déchets. Ensuite, bon, voilà, on ne le cite plus, Bea Johnson, Zéro déchet. Vous en avez plein d'autres bon, voilà, que moi, je n'ai pas acheté, mais qui sont tout aussi bien. Aline Dubry, vous avez Famille Zéro déchet avec Jérémy Pichon. Voilà, il y en a quantité maintenant. Donc, choisissez le vôtre. Recyclage, le grand enfumage. Donc, ça, c'est Flore Berlingen, ancienne directrice Zero Waste France, qui explique en fait pour quelles raisons le recyclage n'est pas en fait une solution écologique du tout et qu'en fait on nous fait croire qu'on fait un geste pour la planète en recyclant alors que finalement on fait que pas augmenter le problème, mais disons que ça ne résout rien. On va dire que c'est un pansement sur une fracture ouverte. Et ensuite, ça, c'est plus pour voilà, votre. Comment dire si vous avez envie de creuser le sujet sur tous les déchets qui peuvent exister, parce que là, on parle de déchets physiques, mais vous avez aussi les déchets numériques. Donc Frédéric Bordage, sobriété numérique, qui est très bien. En fait, c'est plein de définitions du numérique et plein de solutions aussi pour éviter de faire des déchets gris. Voilà. Il est vraiment pas mal et il a un site aussi, enfin la communauté Green IT, donc sur son site greenit.fr. Et après, pour encore élargir, et là vraiment, si vous voulez vous intéresser aux défis qui nous attendent, vous avez Aurélien Barraud, donc le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Ne lisez pas ça si vous êtes déprimé, parce qu'il est quand même un petit peu, voilà, il ne mâche pas ses mots et il ne prend pas de, comment dire, il dit les choses telles qu'elles sont et il faut être prêt psychologiquement à le lire et l'intégrer. Donc, voilà, à lire, mais dans de bonnes conditions. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ça a été suffisamment court et concis et intéressant et que vous avez appris comment convaincre le grand public. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Merci beaucoup, Tiffaine.
Donc n'hésitez pas, vous avez le chat à votre disposition si vous voulez soit des précisions, soit si vous avez une question, quelque chose qui n'était pas suffisamment détaillé pour vous. Alors, on a une question, Marielle. Peux-tu nous parler un peu plus de ton métier? Que fais-tu précisément? Ok, alors précisément, moi je suis consultante, c'est-à-dire que je fais autant de l'animation, des ateliers de team building, donc notamment là mon outil en ce moment qui marche bien, c'est la fresque du climat, puisque je suis formée à l'animation de fresques climat pour les adultes et pour les enfants. Donc ça, de l'animation de l'atelier, des ateliers DIY aussi, j'en fais plus trop, mais voilà, c'est quelque chose que je fais aussi en entreprise. Et ensuite, le cœur de mon métier, c'est le conseil. Donc, j'accompagne des entreprises pour leur transition écologique. Donc, soit ça va s'axer uniquement sur les déchets, donc là où vraiment je vais apprendre, je vais former le personnel et surtout les dirigeants parce que c'est toujours plus facile quand la direction est impliquée. Donc pour la réduction des déchets, je fais un petit peu aussi de la sobriété numérique et là, je me suis formée tout récemment à l'audit interne ISO 14001. Donc, c'est tout ce qui est système de management environnemental. Et donc, ISO, enfin, je ne sais pas si certains le savent ou pas, mais ce sont des normes internationales voilà, qui attestent en fait que l'entreprise est engagée dans une démarche environnementale, de management environnemental. Voilà. Alors, Émilie, Clémentine et on a aussi la question d'Antonio. Donc Antonio, l'obsolescence programmée, c'est pour quand la fin? C'est une question ou Il y a un point d'interrogation, donc c'est une question. pour la fin, je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien que ce soit demain, mais apparemment, il y en a qui ne sont pas partis pour. Par contre, si vous voulez éviter de acheter des objets, si jamais, bon, voilà, vous êtes contraint et forcé d'acheter quelque chose de neuf, vous avez un site qui est très bien fait, qui s'appelle, et voilà, j'ai mangé le nom, produitsdurables.com. Et donc, ça vous montre, en fait, il y a une fiche technique avec est-ce que c'est comment dire durable ou non, voilà. Donc qui lutte justement, c'est un site qui lutte contre l'obsolescence programmée, voilà, et qui est très bien fait. Alors, dans le chat, on avait d'autres questions. Peux-tu rappeler rapidement le contre-argument à le zéro déchet est inatteignable? Il y avait le trop cher, trop compliqué, mais je n'ai pas retenu le inatteignable. Alors, le inatteignable, en fait, souvent les gens partent du principe que c'est impossible parce qu'ils voient le changement comme quelque chose d'extrême. Moi, ce que j'ai entendu souvent, c'est oui, c'est extrême, tout ça. Mais en fait, le caractère extrême, il intervient quand on a un changement qui est brutal. Donc, pour s'opposer à cet argument, il faut rappeler que déjà, c'est chacun son rythme. Donc, ça permet en fait de tranquilliser la personne qui est en face de vous ou vous lui montrer que vous n'êtes pas dans le jugement ou dans une course. Parce que moi, je me souviens au début, quand je faisais des conférences, j'avais des gens qui venaient me voir en me disant oui, moi, j'ai fait que tant de kilos de déchets ce mois-ci, tout ça. Alors qu'en fait, c'est pas ça l'objectif, c'est pas une course. Donc, rappelez ça. Donc, c'est du chacun son rythme. Et ensuite, c'est une démarche qui est progressive. Donc, évidemment, donc là, en fait, l'argument, vous leur donnez raison en leur disant évidemment que c'est impossible du jour au lendemain. En revanche, comme c'est une démarche progressive, c'est des petits pas qui vont faire que ça va tout changer. Et vous pouvez, donc ça c'est l'argument, le contre-argument, et après vous pouvez l'illustrer avec des exemples en disant, en prenant l'exemple soit Capanori, soit San Francisco, soit Roubaix. Capanori, il est bien parce qu'en fait ça part d'un professeur des écoles, donc ça peut être un monsieur tout le monde. Hein. Et donc 6 ans plus tard, donc là on voit bien la progression, il y a un changement colossal qui a pris l'échelle d'une ville. Ou après, vous pouvez prendre donc l'exemple français avec Roubaix
Et vous pouvez appuyer encore plus avec la loi, puisque on a une loi anti-gaspillage qui a été votée en 2020. Donc, en fait, c'est pour montrer cette démarche de progression de on part tout petit, on part de soi, du changement de soi, et ensuite, ça prend de l'ampleur. Donc, c'est loin d'être impossible. Alors, juste par curiosité, pourquoi Oula, il y a plein de questions en même temps. Désolée, Tiffaine, mais ça Il n'y a sort en pas de même temps. souci, il n'y a pas de souci. Pourquoi Bea Johnson est-elle considérée comme controversée aujourd'hui? Je pose la deuxième question comme ça, voilà. Ne peut-on pas parler de réduction des déchets? Parce que oui, moi je ne vise pas le zéro déchet qui me semble inatteignable, mais réduire fortement, c'est déjà pas mal. Ok, alors pour la première question par rapport à Bea Johnson, elle est controversée. Pourquoi? Alors déjà, pour l'avoir rencontrée, c'est quelqu'un qui est un petit peu antipathique, pour être honnête. Je l'ai rencontré parce qu'en fait, j'ai fait dédicacer mon bouquin, mais c'était il y a très longtemps. Et c'est vrai que, bon, voilà, j'ai assisté à ses conférences et tout ça. Et c'est quelqu'un qui est un petit peu antipathique parce que, bon, ben, elle se. Comment dire, mais en même temps, on la désigne, enfin, pendant longtemps, les médias l'ont désignée comme la prêtresse du zéro déchet. Donc, on sent la confiance, voilà. Bon, après, tant mieux, en même temps, ça peut se comprendre. Donc déjà, il y a ça, il y a sa personnalité, je pense. Et ensuite, il y a une deuxième chose, moi, qu'on m'a beaucoup opposée, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui, et c'est la vérité, hein, je ne le nie pas, en fait, elle fait énormément de conférences dans le monde entier et elle se déplace en avion constamment. Mais c'est-à-dire qu'elle fait une conférence à Tokyo un jour et puis le lendemain, elle va à l'autre bout du monde, elle reste 2 jours et puis bon, elle fait que ça. Donc, bon, c'est vrai qu'elle n'est pas. Voilà. Et puis, c'est une femme au foyer, et Dieu sait que la société déteste les femmes au foyer, parce qu'à partir du moment où on est une femme au foyer, tout ce que vous faites n'a aucune importance. Voilà. Et alors, Et la deuxième question, voilà. oui, pardon. La deuxième question, c'était, j'ai oublié, par rapport, oui, Est-ce la que réduction. voilà, Alors, c'est ça. oui, le problématique, effectivement, et je rejoins, je ne sais pas qui a dit ça, mais je te rejoins. Parce que effectivement, ce terme de zéro déchet fait peur à beaucoup de monde et ça angoisse les gens parce qu'on se dit mais zéro, mais non. En fait, c'est pour ça que je rappelle souvent que donc, c'est la démarche et je pense que le terme zéro déchet a été choisi justement parce que c'est un objectif, c'est un objectif, c'est un horizon. Voilà. Moi, je dirais plutôt ça, c'est un horizon. Et c'est pour ça qu'on parle souvent objectif zéro déchet, mais parce qu'en fait, l'objectif, c'est de se rapprocher le plus possible du zéro déchet. Après, effectivement, faire zéro, zéro, zéro déchet, je pense qu'il faut beaucoup d'années pour y arriver. Et c'est une déconstruction totale de notre éducation, de l'environnement dans lequel on vit. Voilà. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on peut parler que de réduction de déchets. Après, le zéro déchet, si on y fait référence, c'est bien de rappeler que c'est une démarche, pas un, comment dire, et pas un mode de vie. Enfin, c'est un mode de vie, mais en fait, faut surtout pas oublier ce contexte de démarche, en fait. Voilà. Et on a Antonio qui, sur le question-réponse, demandait gaspillage alimentaire à consommer avant, à consommer jusqu'au point d'interrogation. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que, en attendant que Antonio fasse ses précisions, s'il y a des dernières questions, il nous reste 8 minutes. C'est le moment. Moi, je profite aussi pour vous dire, je l'ai beaucoup utilisé, moi, pour justement pouvoir convaincre. C'est le dossier qu'a fait, donc c'est avec l'ADEME, il y a France Nature Environnement, la Fabrique Spinoza et Zero Waste France. Donc, ça date de 2017, mais c'est toujours valable parce que ce sont des arguments qui sont concrets que vous pouvez prendre là-dedans. En fait, c'est le dossier Bien vivre zéro déchet. Et c'est en fait un suivi et une analyse de 12 foyers qui se sont engagés dans le zéro déchet et qui, en fait, voilà, partagent leur expérience. Et c'est des foyers, tout type de budget, tout type de configuration familiale, voilà.
et il est très bien fait. Et voilà, bien vivre en zéro déchet, le rapport d'études de juin 2017 de l'ADEME. Et d'ailleurs, le site de l'ADEME, vous pourrez trouver quantité d'informations là-dessus. Voilà. Après, c'est bien de passer par Zero Waste France parce qu'ils font la synthèse quand même. Donc, du coup, Antonio nous répond qu'en fait, il voulait la différence entre à consommer avant et à consommer jusqu'au. Ah, alors ça, c'est les dates limites de consommation et les DLC et les... Alors, je ne vous cache pas que je ne suis pas super calée sur le sujet. Le gaspillage alimentaire, je m'y intéresse parce que évidemment ça fait partie du zéro déchet, mais après je suis pas hyper calée. Mais en gros, Oui, il dit qu'en fait, il y a beaucoup d'aliments qui pourraient être consommés après la date. En fait, il y a la date limite de consommation pour que la consommation soit optimum et il y a la date, réelle où de l'aliment péremption. serait, périmé réellement. Ouais, ouais. Mais ça, pour toutes les questions de gaspillage alimentaire, j'ai une copine qui est super calée sur le sujet. C'est Proportion, c'est Florence Flieg de Proportion qui elle, voilà, traite de toutes ces questions. Mais effectivement, il y a beaucoup de produits qu'on a dans nos frigos qui sont utilisés. Enfin, par exemple, les œufs. Ça, il y a marqué, enfin, il y a une date de péremption dessus, alors que ça peut être, vous pouvez le manger bien après. Pour savoir si un œuf est bon, vous prenez un grand verre d'eau suffisamment large et vous le jetez. Et si l'œuf il touche le fond, c'est qu'il est bon. S'il flotte, il ne faut pas le manger. Je ne vois plus de questions. Pas mal de remerciements, en revanche, Tiffaine. Donc, Ah la première, ben, c'est une très bonne chose. merci à vous d'avoir participé. C'est top et je suis très contente. Voilà, j'espère que le format a été bien et que c'était pas trop soporifique. J'ai pas l'impression, en tout cas. Bon, mais ça va. Parce qu'en plus, je voulais faire un truc sur mural et tout ça. J'avais préparé un truc et tout. Et en fait, hier soir, j'ai voulu faire des modifications et j'ai tout supprimé. Donc, ça m'a énervé. Il était beaucoup trop tard pour que je recommence. Du coup, j'ai dit, bon, mais tant pis, je fais ça. Donc, bah, écoutez, merci Tiffaine. Merci aussi à vous tous pour votre attention, pour votre participation, pour vos questions. Comme je le disais en préambule, on n'hésitera pas. Donc déjà, vous retrouverez le webinaire si vous souhaitez même le partager, etc., sur le blog. Et puis, on va vous envoyer le PowerPoint. Comme ça, par la même occasion, vous aurez aussi les coordonnées de Tiffaine si vous souhaitez creuser le sujet ou si vous n'avez pas eu le temps de prendre en note toute la bibliographie et qu'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Il y a une dernière question. Émilie, le site pour le déchet Ouais, numérique, s'il vous plaît. je viens de le voir. Ouais. Du coup, je l'ai mis. C'est Voilà. greenIT.fr. Et le bouquin pour la sobriété numérique, c'est Frédéric Bordage, les clés pour agir. Et en fait, ce sont des définitions, mais après, il y a quand même pas mal d'informations qui sont déjà sur le site internet de Green IT. Et ils font aussi des formations pour ceux qui veulent se former. Moi, je sais que j'ai l'intention de le faire aussi parce que ça m'intéresse énormément. Ouais, ils font aussi des formations et c'est top. C'est vraiment bien expliqué. Et le site pour la consommation durable, c'est produitsdurables.com. Je le mets aussi. Produits durables. Hop, tac, tac, tac. Je crois que c'est bon. Peut-être qu'il y a des S, je ne sais plus. Mais c'est produitsdurables.com, ouais. Voilà. Et après, si Est-ce j'en que vous profite. les avez, les liens tous, hein? Confirmez-nous bien que tout le monde a tout. Et j'en profite aussi pour ceux qui qui n'ont pas encore fait leur cadeau de Noël. Vous Vous êtes avez, en retard. c'est un peu tard, ouais. Vous avez le label Emmaüs qui vient d'être créé. Donc, en gros, c'est une alternative en ligne pour. Voilà, c'est plein d'objets d'occasion. On va dire que c'est le Amazon durable et éthique. Voilà. Donc, label Emmaüs. À regarder. Et après, aussi pour les cadeaux de Noël, vous avez le marché des artisans, le marché de Noël des artisans. Mais ça, c'est sur Instagram, pour ceux qui ont Instagram. Et vous pouvez me trouver sur Instagram. Je mets toutes mes recettes de DIY. Et voilà. Parfait.
Parfait, parfait. Merci à tous. Tiffaine, je vous envoie de toute façon, les mails, de tout le monde, le petit rapport Zoom qui permet, d'avoir, le petit résumé. À tous, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas si vous en souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le blog, n'hésitez pas à revenir vers Tiffaine ou Oui, vers moi, on est là pour ça et je souhaite à tout le monde un très bon appétit. merci, bon appétit à vous aussi et bonne Bonne fête fin de de fin d'année journée aussi. et bonne fête, Antonio a raison.